Je vais maintenant passer la parole à l'un de nos membres fondateurs et surtout à un ami. Juste une petite anecdote. Un jour, un de mes membres me dit « Tu sais, Nicolas, il faut absolument que tu rencontres Antoine Sfer. C'est un homme remarquable et je vais t'organiser cette réunion. » Et donc, j'ai ce rendez-vous un petit matin à 7h30, puisque Antoine se réveille très tôt, il travaille énormément. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je rentre, je sonne, il m'accueille. Il avait encore un rendez-vous extrêmement important et il me met dans son bureau. Et il m'a dit « Bonjour Nicolas. Tu sais, tu n'as pas de chance. » Je dis « Ça commence bien. » Il me dit « Tu es né français. » Il me dit « Moi, j'ai beaucoup de chance. J'ai décidé d'être français. » Je vous demande d'acclamer Antoine Sfer. Je ne sais pas parler devant un seul micro, donc je vais essayer de me promener entre les deux. Lorsque Nicolas m'a proposé de rejoindre Entreprendre pour la France, je me suis dit encore un fou. Et je lui ai répondu, mais entreprendre quoi? Entreprendre alors que moi qui ai rêvé de la France, moi qui suis né au sommet du mont Liban, moi qui à 13 ans rêvais déjà de cette France dont on m'avait inculqué des idées merveilleuses, j'avais du mal à retrouver cette idée de la France. Je lui dis entreprendre quoi? Moi qui précisément est né dans un pays où avant même ma naissance, j'étais citoyen communautaire. Lorsque, à 20 ans, je suis devenu père, et que fier comme Artaban, j'ai voulu inscrire ma fille à l'état civil. Le pauvre préposé à l'état civil m'a dit « Mais il me manque un papier. » Je dis « Mais lequel ?» Il me dit « Mais il me manque un papier. Le certificat de la maternité ne suffit pas. » Le ton est monté. Il faut vous dire qu'à 20 ans, j'étais encore un bon élève des jésuites trotskistes. Je vous rassure, j'ai bougé intellectuellement assez vite. Néanmoins, il m'a dit « Tu es chrétien ou musulman ?» Je dis « Mais ça ne te regarde pas. » Il me dit « Si, ça me regarde. Et arrête de m'engueuler. Je n'ai pas fait la loi, je l'applique, c'est tout. Si tu es chrétien, il me faut ton certificat de baptême. Si tu es juif, il me faut la lettre du rabbin. Et si tu es musulman, également la lettre du cadi, du juge. Tout simplement pour me certifier que ma fille est née. J'étais citoyen communautaire et ma fille également. Et c'est ça ce qui est terrible. Et voilà que un jour dans ma vie, j'ai eu une rupture personnelle. La guerre faisait rage au Liban. Et j'ai décidé de partir. De repartir à zéro, à 26 ans. Et puis, je suis arrivé en France, j'avais mes billets et ma green card, comme on dit, la carte verte, comme si c'était une carte qui ouvrait les portes du paradis pour les États-Unis. Et je devais attendre à l'aéroport d'Orly, assis sur ma valise. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu vas aller faire outre-Atlantique? Tu ne partages rien. Essaye la France, peut-être. Et je suis resté quelques jours. Merci, Caroline. Je suis resté quelques jours en me disant, voyons voir. C'était un 3 septembre 1976. Et je suis arrivé dans un pays où je lisais les journaux, le SMIC, le différentiel entre le salaire minimum et celui du patron était de 1 à 100. Et certaines études disaient, pour vraiment
atteindre un idéal, il devait être de 1 à 50. Aujourd'hui, il est de 1 à 10 000. Je suis arrivé en France et tout d'un coup, avant même de me réveiller de mon cauchemar, la France m'a dit, viens t'occuper de la res publica, de la République. Viens devenir citoyen. Je rêve. Et on m'a enseigné que le citoyen était le responsable de la cité. Moi, responsable de la cité? Oui, moi, je devenais co-responsable de la cité. Tout d'un coup, cette citoyenneté transcendait mon appartenance identitaire, mon appartenance communautaire et mon appartenance régionale. Jean-François est né dans l'Hexagone, moi je suis né au sommet du Mont Liban. Et nous sommes tous les deux, parce que nous avons choisi d'être citoyens, co-responsables de la cité. Donc solidaires. Mais surtout égaux. Fils de rien ou fils de César, nous devenions égaux. Et solidaires parce que s'il vous arrive quelque chose, moi je veux payer de ma personne, payer de l'argent, payer de n'importe quelle manière, parce que je sais que s'il m'arrive quelque chose, vous allez le faire. Mais comme toute table à 3 pieds, elle était branlante, et nos pères ont inventé la laïcité. Cette merveilleuse laïcité, ce merveilleux concept. Pourquoi ? Parce que c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Ça veut dire que la laïcité, dès le départ, reconnaissait que l'agnosticisme, que l'athéisme étaient des démarches de foi ou de recherche. La laïcité englobait, alors que les religions religere, censées relier, délier les liens sociaux. La laïcité faisait définitivement la différence entre la foi et la religion. La foi est une démarche de l'intime. La foi est une démarche de chaque être, à travers sa raison, son cœur, ses tripes, d'adhésion ou de ne pas adhérer à une croyance. La religion est une organisation temporelle d'une communauté dont les membres croient partager ou partagent une croyance. La foi opposée à la religion, car qui dit communauté, qui dit organisation temporelle, implique pouvoir. Or, dans la foi, il ne peut pas y avoir de pouvoir. Et c'est ça ce qui est formidable. Et voilà le 4e socle de la res publica. Et comme le disait justement Nicolas, la fraternité, ça ne se décrète pas. La fraternité se bâtit, se construit tous les jours. Parce que quand elle se décrète, elle est fausse, elle est hypocrite. Voilà pourquoi je suis devenu français. J'ai rêvé des philosophes, de Diderot, de Voltaire, de d'Alembert. Je me nourrissais d'eux à 13 ans. Et j'ai décidé de rester en France. Oui, comme le rappelait Nicolas, j'ai choisi d'être français. Mais aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, j'ai mal à la France. J'ai mal à ma France. Pourquoi ? Parce que je ne m'y retrouve pas. Regardez la France et son image dans le monde. Elle est complètement décrédibilisée. Elle n'est plus audible. Permettez-moi de parler d'une région que je connais un peu, qui est l'espace
arabe et moyen-orientale. Quand l'Israélien voulait parler avec le Palestinien, il passait par la France. Quand l'Algérien voulait parler avec le Marocain, il passait par la France. Quand le Libanais décidait de reparler avec le Syrien, il passait par la France. L'Égyptien avec le Soudanais. Et voilà que depuis quelques années, la France, qui parlait avec tout le monde, c'était sa puissance, a décidé de choisir un camp contre l'autre. Alors elle n'est plus crédible. Alors elle n'est plus audible. La France avait cette habitude d'être à contre-courant, de résister aux gendarmes du monde, que ce soit au singulier ou au pluriel. Et voilà que la France devenait ou voulait devenir à son tour le gendarme du monde ou un des gendarmes du monde. Et je demandais à Nicolas, mais tu veux entreprendre quoi? Tu es prêt à reconquérir la place de la France dans le monde? Et il me dit oui. Et je lui ai dit, tu es fou. Mais je lui ai également dit, seuls les rêves fous sont réalisables. Je lui ai dit, tu n'es plus seul. Et on a travaillé sur des chantiers. La place de la France dans le monde, en état. On a travaillé sur le rôle de l'État et de son administration. L'État, qu'est-ce que c'est? Sinon l'émanation du peuple et de la nation. Oui, je sais. Nation est un mot, aujourd'hui, incorrect politiquement. Oui, être nationaliste, quand on rejette l'étranger, quand on rejette l'autre, n'est pas français. Mais la nation qui est née à la bataille de Valmy, un certain 20 septembre, cette nation qui a résisté à toute l'Europe, les Anglais n'y étaient pas. Cette nation-là, je la prends, je la fais mienne. Et moi, l'étranger, j'assume toute cette histoire-là. Oui, la Révolution, oui, le sang de la terreur, oui, le Directoire, oui, bien entendu, l'Empire, la Restauration, 1848 et tout le reste. Le rôle de l'État, c'est de réguler. Le rôle de l'État, c'est avant tout de réguler la citoyenneté et son administration. Il est injuste de voir aujourd'hui comment l'État traite ses citoyens. L'État doit les protéger et non pas les attaquer et les agresser. Nous n'allons pas devenir des résistants à l'État. Nous voulons que l'État se réforme. Il est injuste de voir aujourd'hui un instituteur, un inspecteur des finances, commencer tout d'abord par vouloir se présenter aux élections et lorsqu'il est battu à la seconde élection, revenir dans son corps d'État alors que l'avocat, l'ingénieur, l'entrepreneur qui fait ce choix-là se retrouve ayant perdu sa clientèle, ayant perdu son boulot. L'État se doit d'être juste et de dresser l'équité entre les citoyens. Cette justice, on lui tombe dessus de toutes parts. Mais nos juges ne font que dire la loi, comme le préposait l'état civil de l'autre côté de la Méditerranée. Ce sont les législateurs. Ce sont ceux-là même que nous envoyons, nous, à l'Assemblée nationale, qui font la loi. Nous avons aujourd'hui
de merveilleux magistrats, de merveilleux avocats. Enfermons-les dans une chambre et disons-leur, de grâce, nettoyez le code pénal, nettoyez le code civil, le code du travail, le code du commerce. Arrêtez de rajouter des lois et des lois. Au pays de la liberté, nous sommes les rois des interdits. Oui, mais la liberté que nous avons s'accompagne de la responsabilité du citoyen. Que de fois j'ai cet exemple des jeunes collègues journalistes qui m'appellent en me disant « Antoine, tu ne connaîtrais pas un islamiste qu'on pourrait interviewer ?» Je dis « Oui, j'en connais. » Et même des calmes qui sont professeurs d'université. Après tout, c'est leur droit. Après tout, Voltaire ne nous a pas dit « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » C'est ça le rassemblement que nous prenons. Mais précisément, parce que nous avons cette possibilité d'exprimer nos idées, la justice doit être également équitable. Donc il faut balayer, nettoyer tous les codes que nous avons sortis. Mais la justice n'est pas uniquement pénale. La justice est également sociale. Et là, j'adhère totalement à ce que vient de dire Nicolas. Nous avons des acquis sociaux. Pour les garder, il faut se battre. C'est nous qui envoyons les députés à l'Assemblée nationale. C'est vous, les citoyens. C'est chacun de nous qui est co-responsable de la cité. Nous sommes engoncés dans nos tombeaux. Nous avons peur de l'autre. Moi, j'ai eu la chance au Liban, à l'âge de 14-15 ans, de pouvoir draguer le vendredi à la mosquée, le samedi à la synagogue et le dimanche à l'église. Au-delà de l'anecdote, ça m'a obligé à savoir à quoi croyait l'autre. Et à la sortie de la mosquée, de la synagogue et de l'église, l'autre n'était plus un étranger. Il était en moi, comme moi en lui. Et cela ne nous a jamais, jamais dérangés dans notre vie. Dérangés comment? Regardez, en France, on nous demande aujourd'hui de vivre ensemble. Pardonnez-moi de vous le dire, moi ça ne m'intéresse pas. Je suis obligé de vivre avec mon voisin. Moi j'ai appris dès l'école à vouloir vivre ensemble. Et c'est ce vouloir que j'ai envie de vous passer, de vous transmettre, de vous verrouiller avec lui. Vouloir vivre avec les autres, ne plus avoir peur de lui. Parlons de l'islam qui nous fait peur, parce qu'on ne le connaît pas. Qui d'entre vous, combien d'entre vous ont lu le Coran? Nos députés, en 2005, ont discuté pendant des mois, ont fini par légiférer sur le voile. On aurait dû tout simplement leur offrir à chacun un Coran. La loi se trouvait déjà dans le Coran. On aurait gagné au moins 1 an de discussion. On a inventé même, pardonnez-moi de vous le dire, de quoi vous permettre de dormir tranquille sur vos 2 oreilles la nuit, la tolérance. Pour ceux qui ont fait du latin, un peu de latin parmi vous, allez au dictionnaire latin-français, le fameux Gaffio qui a accompagné notre adolescence. Allez au verbe tolero, accepter, supporter l'autre. Moi, je ne vous demande pas de me supporter. Je vous demande de me respecter dans mon altérité telle qu'en moi-même. C'est plus long, mais c'est plus juste. Et comment pouvez-vous me respecter si vous ne me reconnaissez pas en tant qu'être humain, votre égal, votre co-responsable de la cité?
Et comment prétendez-vous de me reconnaître si vous ne me connaissez même pas? Jusqu'aujourd'hui, cela fait 37 ans que j'essaye d'introduire dans les neurones des Gaulois tout arabe n'est pas musulman. Et ça fait 37 ans que j'ai échoué. À tel point qu'on veut tout lisser. Regardez, un sourd, on l'appelle le malentendant. Un aveugle, on l'appelle le malvoyant ou le non-voyant. Un noir, on l'appelle un homme de couleur. Mais de quelle couleur? Verte, blanc, rouge, jaune. En quoi noir est une insulte? Moi, je suis basané, ça se voit. Je n'ai pas la gueule d'un Suédois. Ce n'est pas une insulte. Arrêtons d'être hypocrites. Et c'est vrai. Aujourd'hui, on a besoin de se dire les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, il faut qu'on se dise des choses franchement. C'est à l'école qu'on apprend tout. On a sorti ce titre merveilleux, l'éducation nationale. Titre pompeux d'ailleurs. Depuis quand à l'école on éduque? Moi je croyais que c'était l'affaire des parents d'éduquer. Et c'est la vocation du maître d'instruire. Alors revenons à notre cher ministère de l'instruction publique. C'est tellement plus beau. Que les parents éduquent et que le maître instruise. Mais les parents n'ont plus envie d'éduquer. Depuis 40 ans, l'enfant est roi. Et je sais de quoi je parle. Je suis en train de vivre avec mes deux jumelles les transformations hormonales des filles adolescentes. Et je peux vous dire que c'est un combat de tout instant. Et que je n'ai pas encore gagné, loin de là. Oui, c'est aux parents d'éduquer. Et c'est au maître d'instruire. Ne confondons pas. C'est à l'école qu'on apprend l'autre. C'est à l'école qu'on se confronte avec l'autre. Et c'est à l'école qu'on apprend les socles de la République. Je vais vous raconter une anecdote qui vient de m'arriver. Une des jumelles se réveille le matin avec moi, très tôt, et me dit « Aujourd'hui, je vais manifester. » Elle a 15 ans. Et je lui dis « Bravo pour Leonarda. » Sa sœur a réfléchi, elle est plus calme, elle est plus pondérée, elle lui a dit « Non, moi je n'y vais pas. » Elle voulait manifester. Je lui dis « Bravo Anna, vas-y, c'est bien à 15 ans que tu t'engages. Mais attention, ce soir, on parlera ensemble du fond du problème. » Et on en a parlé. Et je me suis posé la question si elle était vraiment convaincue. J'ai la chance de passer devant sa chambre avant d'aller dormir. Et je l'entends parler avec ses amis, et elle leur ressortait, alors qu'elle était en train d'essayer de les détruire, les arguments que je lui ai servis. C'est donc que ça rentre quelque part. L'école est à reconstruire. La France dans le monde est à reconquérir. Le rôle de l'État et de son administration est à réformer. Et l'économie. Nicolas a parlé de la crise de 2008, mais elle était visible. Un homme peut sauver l'économie. Je me souviens encore de mon manuel de seconde année d'économie politique écrit par un certain Raymond Barre, qui disait au chapitre 2, « Tout produit bancaire doit s'asseoir sur une productivité. » Il suffisait simplement de chercher la productivité et de voir qu'elle n'existait pas. Donc d'interdire ce qu'on appelle les dérivés et les subprimes. D'interdire les 600 milliards de dettes de Lehman Brothers. Et pire encore,
ces banques ont l'outrecuidance de venir demander de l'argent à l'État, c'est-à-dire à moi, à vous, contribuables. Et on leur a donné de l'argent. Et ils nous ont promis qu'ils ne feraient plus de suprême et de dérivés, ou plutôt qu'ils vont séparer les dépôts, la banque de dépôt, de la banque d'affaires. Bullshit. Monsieur, vous voulez faire des affaires? Faites des affaires. À vos risques et périls. Nous, on nationalise la banque des dépôts. On la rend aux Français. La banque a été créée pour accompagner le citoyen et l'entreprise dans son développement. Aujourd'hui, ils vous demandent des garanties si vous voulez faire des travaux. Mais si j'ai des garanties, je n'ai plus besoin de vous. C'est du bon sens, c'est tout. Que chacun fasse son métier. Et nos vaches seront bien gardées. On est aujourd'hui en train de vivre une globalisation, une mondialisation. On est européen, mais ça n'empêche pas de ne pas être assimilé tout en étant intégré, c'est-à-dire en gardant nos spécificités, notre modèle social. Et moi, je vous appelle à résister à la mondialisation de l'économie. Revenons au fondement de notre économie, au fondement de la fiscalité. Réfléchissons, demandons à tous les économistes de triturer leurs neurones, de nous sortir des propositions de bon sens, et choisissons ensemble. Et puis, vous avez lu comme moi les journaux de ces derniers temps, il paraît que nos gendarmes n'ont plus de voitures. Il paraît que notre armée est obligée de faire des coupes drastiques. Messieurs qu'on nomme grands, rendez-vous compte que nous sommes en train de toucher à notre souveraineté nationale. Je ne veux pas être défendu par une puissance étrangère, fût-elle une amie. Je veux dépendre de moi et de mes co-responsables de la cité. Le service national était un des creusets de la nation où il y avait un brassage social. L'école en était une autre. Les deux sont malades. Le service national a disparu. On l'a remplacé par un service volontaire. Quel volontaire? Ne sommes-nous pas capables de donner un peu de notre vie à la nation? Ne sommes-nous pas capables de demander à des médecins, à des dentistes, auxquels nous avons, nous, contribuables, payé les études, d'aller s'installer pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, dans des coins de l'Hexagone, où tout simplement on a besoin de médecins, au lieu d'aller chercher des médecins ailleurs, en Europe. Un polytechnicien se doit de consacrer tant d'années à la nation. Aujourd'hui, on rachète ces années comme on achète des années de retraite. Bullshit. La défense nationale, nous la bradons, nous acceptons que le Qatar, notre fameux ami stratégique, le Qatar, qu'il achète des palaces à n'en plus finir, qu'il achète des clubs de foot, alors qu'on peut leur donner à chacun un ballon. Mais ce qui est important, c'est qu'il achète 10,67% d'une industrie française d'armement, c'est-à-dire une partie de notre souveraineté nationale. Je vous demande de résister. De même pour la sécurité intérieure. La police nationale mérite tout notre respect, à condition
que nous payons pour qu'elle soit bien formée, qu'elle soit une police citoyenne et que la gendarmerie soit une gendarmerie nationale. L'uniforme ne donne pas un pouvoir, il donne des responsabilités. Et arrêtons de dire la loi républicaine, d'accord, oui, mais on ne peut pas avoir un pied en dehors de la loi et un pied au-dedans de la loi, que la loi républicaine s'applique à tout le monde, à tout un chacun, à tout un citoyen. Et cette loi républicaine, c'est quoi? C'est que tout le monde est égal. Tout le monde doit payer des impôts, ne serait-ce que le minimum. Et s'il y a quelqu'un qui ne paye pas d'impôts, il n'aura pas le droit de voter. Il n'aura pas le droit d'exprimer, d'incarner sa co-responsabilité de la cité. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du populisme, c'est du bon sens. Nous ne sommes pas là pour poser des questions et apporter des réponses. Moi, je n'ai pas la science infuse. Mais je sais qu'autour de moi, il y a des éléments qui peuvent réfléchir chacun dans son domaine et apporter certainement des débuts et des pistes de réflexion à défaut de solutions. Alors oui, j'ai dit, Nicolas, tu n'es plus seul. Je ne sais pas ce que sera demain entreprendre pour la France, mais je sais une chose, c'est que ce sera ce que nous en ferons nous-mêmes. Chacun avec l'autre. Moi, je vous tends la main, parce que j'ai appris dans mon enfance un proverbe du Mont-Liban. Une main seule n'applaudit jamais. Je vous tends la main pour qu'on applaudisse ensemble, pour qu'on nous retroussions nos manches ensemble, pour que nous soyons de nouveau des citoyens co-responsables de la cité. Je vous tends la main pour résister. Et je voudrais crier avec vous, non. On a envie de changer les choses. Mais encore une fois, nous ne sommes pas seuls. Que chacun d'entre vous commence déjà par mettre par écrit, et avec les gens de sa région, tout ce qu'il pense sur les 7 chantiers que nous avons décidé de travailler. La place de la France dans le monde, le rôle de l'État et de l'administration, l'économie et la fiscalité, la justice pénale et sociale, la défense nationale, la sécurité intérieure. Il n'y a pas d'idées idiotes. Il n'y a que des réponses stupides. Alors bâtissons ensemble les réponses. Renvoyez vos idées. Travaillons la main dans la main. Alors peut-être la folie de Nicolas Doucerin se transformera en une ambition, en une force, en raison de la présence de chacun d'entre nous. Disons non et prenons les moyens d'apporter à côté de ce non des solutions. Je vous remercie.